1, 2, 1, 2. Les US de l'archiduchef sont-elles sèches? Oui, ben merci. On va pouvoir commencer. Donc, pour ce dernier talk, un développeur sous couverture parmi les utilisateurs, un retour d'expérience, je vous présente Aurélien Boudou. Merci. Merci d'être venu à ce petit retour d'expérience que j'ai préparé spécialement pour Lyoncraft. Donc, je pense que vous serez les seuls à voir ça. Alors, voilà, si tu veux. Donc, je me présente, moi c'est Aurélien Boudou, je suis développeur freelance depuis 2016, ça fait 7-8 ans, et plus particulièrement, enfin plus généralement, 25 ans d'expérience dans le dev. Et je fais surtout partie d'une association lyonnaise qui s'appelle Hack Your Job, qui permet aux gens qui voudraient passer en statut de freelance et qui se posent beaucoup de questions, voilà, de sauter le pas. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Alors le retour d'expérience que je vais vous faire peut paraître une évidence, en tout cas quand j'en parle à des gens qui ne sont pas du métier, pour eux, ouais, normal. Mais quand j'en parle à des gens du métier, c'est un non-sens, c'est illusoire, c'est impossible. Il y a 2 ans, j'ai sorti un petit mème. C'est vrai que pour moi, l'agilité, elle a un petit défaut, c'est qu'elle est en train de partir dans des surprocessus, alors que le but, de mon sens, c'est de se concentrer vraiment sur les utilisateurs. Et quand j'ai sorti ce mème, j'ai eu des retours, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est travailler avec un utilisateur pour un développeur, ça marche pas, nous on a essayé dans notre boîte, c'est vas-y, essaye de parler avec un utilisateur, de toute façon on parle pas la même langue, c'est impossible. Donc, comme on m'explique que c'est mission impossible de travailler avec un utilisateur, eh ben, j'accepte le challenge et je me suis dit, je vais aller chercher une mission. Une mission, mais pas une petite mission parce que, comme vous tous, je pense, j'ai déjà travaillé avec des utilisateurs en direct, voilà, on s'embrouille, etc. Non, là, il fallait une mission où, c'était un produit très important, où il y avait de la pression, où j'allais être un peu tout seul à faire mes choix, parce que le seul guideline, ça allait être l'utilisateur. Pas de personne au-dessus et même pas de payeur. Enfin, je me comprends. C'est-à-dire que là, je suis parti, en gros, à la recherche. Donc, pour ce faire, c'était assez simple. J'ai d'abord pris des appels, comme tout le monde, des SS2I qui m'appelaient, et je leur disais, alors voilà, oui, vous êtes en recherche de mission en ce moment? Oui, je cherche une mission. Je veux une mission où, comme je viens de vous l'expliquer, je vais être tout seul. Je vais être en immersion avec des utilisateurs. Je veux aucune personne au-dessus de moi, pas d'architecte, pas de chef de projet, pas de PO, pas de tout ce que vous voulez. Et je veux, même les payeurs ne s'en occupent pas. Alors autant vous dire, j'ai pas eu beaucoup de retours. Mais quand même, j'ai une SS2I qui m'a rappelé et qui m'a dit, je t'ai trouvé une cible. C'est une entreprise dans laquelle j'essaye de rentrer depuis un petit moment. Et c'est un peu chaud, mais voilà, c'est une société familiale, donc ils sont vraiment... Elle existe depuis 120 ans, qui se passe de père en fils. Et on n'arrive pas à rentrer dedans, mais j'ai expliqué ton petit délire, là, et ça a l'air de leur plaire. Donc écoute, est-ce que ça t'intéresse de les rencontrer? Ouais, moi je suis chaud, c'est parti. Hein. Donc, petit comité d'accueil, le grand-père, le petit-fils, 2 forestiers, parce que donc c'est une entreprise familiale dans la Syrie. Syrie qui fournit en bois aujourd'hui tout ce qui est Leroy Merlin, Brico Dépôt, Castorama, qui fournit même à l'extérieur. Et qui m'explique un petit peu leur métier. Et surtout, il m'explique la chose suivante. Il dit, voilà, nous, aujourd'hui, on a besoin d'un logiciel pour faire nos estimations en achat de bois. Alors, on a déjà ce logiciel qui existe depuis 15 ans, sauf qu'on a un problème, c'est que le développeur est décédé. Ok. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous le bus factor. C'est combien de personnes peuvent mourir avant que votre projet soit un échec? Et eux, ils l'ont vécu. Donc, autant vous dire que c'est des arguments qui vont les intéresser.
Donc comme ce logiciel, il est quand même central, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, une trentaine d'utilisateurs, mais des utilisateurs quand même qui connaissent très bien le métier, mais qui est central parce que c'est le logiciel qui va permettre d'acheter le bois. Et acheter le bois, c'est ce qui fait tourner les scieries, et c'est juste le cœur du métier. On a mis... Oh, je clique. On a mis bien sûr un stagiaire dessus pour essayer de refaire un petit bout. Et le stagiaire, il a mis 6 mois, il est parti sur du Python. Il a fait vraiment le cœur des calculs qu'on lui a donnés, il a souffert et il est parti en dépression. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons 2 types de logiciels. Donc ce petit bout en Python, un autre en WinDev, dont le développeur est décédé. Bon, très bien. Donc moi, je leur pose des questions, mais ce logiciel aujourd'hui, vous l'utilisez comment Donc ce que je comprends, c'est un logiciel qui est installé sur chacune des machines des personnes. Oui, voilà, en fait, on va en forêt avec un laptop, on tape et puis on fait notre estimation. Ah, c'est cool. Et les sauvegardes, ça se passe comment? Ah, c'est une bonne question, ça. Et si vous voulez partager les infos, comment vous faites? Ah, j'en sais rien. Et si vous voulez faire un agrégé de data pour savoir un historique de ce qui s'est passé, on ne sait pas, justement. C'est à toi de nous dire tout ça. Ah, bon. Par contre, là, le ton, il se met à changer, notamment le grand-père, il est chaud, qui commence à rentrer en mode interrogatoire. Bon, écoute, là, c'est bien gentil, là, on n'est pas là pour rigoler. Donc maintenant, tu vas nous expliquer comment tu comptes t'y prendre en termes de bonnes pratiques, en termes de documentation, en termes de gestion de projet. Nous, on veut du lourd, c'est un putain de logiciel qui est chaud, donc on veut du sérieux. On a déjà reçu 2 SS2I avant toi. Ils nous ont vendu toute la panoplie qu'il faut, donc j'espère que t'en as sous le coude. Mais bien sûr. Alors déjà, en termes de bonnes pratiques, c'est très simple. Il existe autant de bonnes pratiques qu'il existe de développeurs. Donc, dire que je vais mettre en place des bonnes pratiques, ce sera mes bonnes pratiques parce qu'il existe un concept très simple dans le monde du développement. C'est comme chez les artisans. Un artisan, quand il arrive, quelle est la première chose qu'il dit? Mon prédécesseur a fait n'importe quoi. Donc, c'est exactement ce qui va se passer avec moi. C'est-à-dire que si jamais je travaille avec vous, de toute façon, qui que ce soit qui reprendra dira que j'ai fait n'importe quoi. Donc, les bonnes pratiques, il n'y a pas de consensus dans notre métier. Ensuite, la documentation, c'est très bien, c'est génial. Mais documenter un logiciel comme ça, c'est un peu comme documenter la météo, c'est-à-dire ça change tout le temps. Donc si on n'a pas un moyen de coupler la doc au développement du logiciel, donc là j'introduis toutes les notions, un peu de BDD, de TDD, etc. C'est pas le sujet. Donc si on n'a pas ce couplage où si on modifie la doc, ça n'impacte pas le code, et si on modifie pas le code, ça n'impacte pas la doc, c'est en général assez compliqué. Donc là, ils me disent, oula, ok, donc pas de bonne pratique, pas de doc. Et pour les specs, comment ça se passe alors? Parce que bon, voilà, nous on a commencé à travailler un peu sur les specs. Bon, je t'avoue que c'est un peu chaud. Voilà, ils commencent à montrer des documents avec des calculs imbitables. Je leur dis, les specs, on va pas en faire. Ah bon? Parce que les specs, ça fait chier tout le monde. Quand on en fait, ça sert à rien parce qu'on peut pas imaginer tous les cas. C'est une perte de temps incroyable. Le temps que vous fassiez les specs, on ne va même pas développer. Donc pendant 1 an, vous allez faire des specs et après, on va arriver, le produit il aura complètement changé. Donc moi, je vous préconise, on ne va pas faire de specs. Donc là, il commence à me dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Pas de specs, pas de doc, pas de bonne pratique. C'est YOLO, quoi. C'est open source, mais comment tu vas faire? Je vais vous expliquer comment je vais faire. Un logiciel, ce qui part en prod, c'est pas ce qu'a imaginé l'expert métier. C'est pas ce qu'a compris le super architecte. C'est pas ce qu'a designé je sais pas qui. C'est ce qu'a compris le développeur. La compréhension du développeur est au centre du truc. Et comment on fait pour qu'un développeur comprenne ce qu'il faut faire? Il faut qu'il soit en immersion avec des utilisateurs, des vrais. Pas quelqu'un qui croit comprendre l'utilisateur, non. Avec des vrais utilisateurs. Donc,
Je veux être en immersion avec eux. Mais on va t'envoyer en forêt. Exactement. On va m'envoyer en forêt. Et l'idéal, ce serait même que je devienne un forestier. Ce ne sera pas le cas, mais ce serait l'idéal. Et après, je leur dis, alors par contre, comment on va avancer? Alors là, je ne parle surtout pas d'agilité, surtout pas, parce que je sais que si je dis le mot agile, ils vont tout de suite aller sur Internet, et là, ça va être le bullshit total. Donc je leur dis, on va avancer en itératif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un logiciel, c'est comme faire une maison. On prend des briques préexistantes, touc, 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 et puis ça marche. Eh bien, c'est pas du tout ça. Un logiciel, c'est, on a une idée d'un truc, on le met en œuvre, on se rend compte que c'est n'importe quoi. On le refait, et on avance comme ça jusqu'à arriver à un résultat qui, au départ, n'a rien à voir avec ce qu'on a imaginé. Donc c'est en général comme ça que ça se passe. Je leur dis, alors, ce que je vous explique, ça a plusieurs avantages. Déjà, vous allez avoir une meilleure implication de vos utilisateurs. Vous allez avoir un vrai engagement. Et ce qui est difficile quand on fait un logiciel, c'est l'engagement de ses utilisateurs. On va empêcher la déformation d'informations. Quand on met plusieurs personnes comme ça, bout en bout, c'est... Enfin, il y a plein de jeux, j'ai pas dit ça, mais il y a plein de jeux agiles qui le montrent. À la fin, on n'a pas du tout entre ce qu'on a pensé, ce qu'on a dit, ce qui se passe. On va se rendre compte très très tôt des problèmes, donc on va pouvoir corriger le tir assez rapidement et on va pouvoir changer de cap facilement. C'est-à-dire, on ne va pas partir sur un contrat prédéfini où on va dire, voilà, il me faut une livraison. Non, si vous vous rendez compte que vous vous plantez à un moment, on change, pas de problème. Et c'est aussi un avantage financier. Alors pourquoi? Un projet comme ça, vous avez vu mes confrères de SS2I, j'imagine qu'on vous a mis un développeur back, un développeur front, oui parce qu'il voulait du mode déconnecté, j'ai oublié de vous le dire. Donc il va vous falloir un truc un peu déconnecté, un petit DevOps, un business analyst, un 5e commercial, allez on va dire 4 personnes. 4 personnes, on va prendre tarif assez bas, 350 € jour, 1400 € par jour. Vous avez un budget de combien? 100 000 €? Eh bien, 3 mois et demi de travail. En 3 mois et demi, vous prenez 4 personnes, le temps qu'elles comprennent ce qui se passe, où elles habitent et quel est le métier, le projet est terminé. Et vous aurez quoi? Une architecture microservice en Node.js. Voilà, c'est ça. Donc, alors que moi, je vais être déjà facile 2 fois moins cher et j'irai 2 fois plus vite. Parce qu'il n'y aura pas tout cet effet bouche à oreille, etc. Et en plus, vu que je serai en immersion, j'irai même peut-être 4 fois plus vite. Donc vous aurez vraiment un meilleur ratio. Et si vraiment vous n'êtes pas rassuré, moi de toute façon, mes contrats ils sont simples. On arrête quand vous voulez, résiliation par simple mail, sans justificatif. Merci, au revoir, ça nous a fait plaisir. Voilà, vous m'envoyez ça par mail, la mission s'arrête tout de suite. Donc là, les mecs, ils se regardent et je sens un malaise. Je sens que, bon, j'étais peut-être pas très convaincant, donc je sors avec le... Donc ils me disent, bon, écoutez, on va voir voilà, les autres, parce qu'on doit encore recevoir 2 autres, là. On vous rappelle, voilà, dans 8 jours, on vous dit ce qui se passe. J'en parle au commercial de la SS2I qui me dit, ouais, si, moi je l'ai bien senti. Bon. Effectivement, il avait bien senti parce que la mission a été acceptée. Donc au final, ils ont bien voulu jouer le jeu. Merci. Donc j'arrive avec ma tête de premier de la classe. Et premier jour, donc j'arrive avec les utilisateurs, des bons forestiers, et je m'en prends plein la gueule. Premier jour, les mecs, alors j'avais déjà travaillé avec des utilisateurs, je savais un peu comment ça allait se passer, mais là c'était bien chaud parce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de travailler avec des utilisateurs directement, les mecs ils ont l'impression que vous connaissez leur métier par cœur. Et ils vous parlent dans leur langue. Mais oui, alors là, tu vois, on va faire du rendement matière sur un arbre sur pied, mais pour le débardage, je ne sais pas comment on va faire. Est-ce que tu as une idée? Et oui, je viens d'arriver, les mecs. Donc, les mecs, ils commencent à m'en mettre, à m'expliquer leur métier. Je comprends rien. La première journée, je sors rincé du truc. Mais rincé. Du coup, j'arrive le lendemain, je leur dis, bon, les gars, c'est cool, là.
Hier, on a discuté là de tous vos trucs. Est-ce qu'on peut aller voir comment ça se passe en vrai? Ah, tu veux savoir comment ça se passe en vrai? Allez, monte dans la bagnole. Donc là, on m'emmène dans une forêt en Isère. On me dit, t'as des bottes? Non, pourquoi? Tiens, prends ça. Je mets une paire de bottes. Là, ils me font monter un truc comme as. J'arrive crevé. Ils disent, bah là, tu vois, c'est une parcelle qu'on doit... Ça, c'est une vraie photo. Hein, Donc ça, c'est une parcelle de Douglas, tu vois, qu'il va falloir qu'on estime. Donc là, il y a à peu près 200 arbres. Il faut qu'on fasse le cubage, d'accord? Donc tu te rappelles ce qu'on t'a dit hier, hein, pour calculer le cube d'un arbre. On fait le calcul du cylindre, voilà, pour plus de facilité. Donc il nous faut le diamètre milieu, il nous faut la hauteur. Combien il fait de hauteur cet arbre? Je sais pas, je vois pas la cime. Ah, premier problème. Deuxième problème, le calcul du diamètre milieu, comment tu fais? T'as une échelle sur toi là? Et t'es prêt à la monter là? Bah non, j'en sais rien. Voilà, donc tu vois tous les calculs qu'on t'expliquait hier. L'histoire de la croix du bûcheron, l'histoire du machin, l'histoire du diamètre à 1,30 m, ce que je comprenais pas, on me parlait tout le temps d'un diamètre à 1,30 m. Parce qu'effectivement, quand tu es en forêt comme ça et que tu as devant un arbre, ben, vu que tu es en hauteur, oui, effectivement, il faut prendre ce diamètre. Et à partir de là, les mecs, ils font des calculs pour essayer de retrouver le diamètre milieu et faire tout leur bordel. Il y a tout aussi les histoires de qualité du bois, qualité des essences, machin. Donc déjà, ça commence à se connecter dans ma tête. Tout ce qu'ils m'ont raconté où je comprenais rien, les problèmes de débardage. Le débardage, pour votre information, c'est extraire le bois de sa matière naturelle pour l'emmener au bord de la route. Et ben, vu que j'avais marché une pente comme ça, ah oui, je comprends le problème du coût du débardage maintenant. Pourquoi c'est cher? Après, ils m'ont emmené dans une scierie. Alors là, c'était super intéressant parce qu'on a vraiment visité tous les pôles techniques de la scierie. On fait serrer les mains à tous les mecs. Et tout était géré par un AS400. AS400 développé pendant 30 ans, qui arrivait même à analyser par laser la forme du bois pour savoir dans quel sens le mettre, en fonction de l'essence, qu'est-ce qu'on va faire, de la palette, du bois, enfin de la poutre, etc. Donc, fort de toute cette expérience, maintenant que j'avais vraiment compris ce qui se passait, je leur dis, bon, ben, on attaque les mecs. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? Donc là, je demande ça aux utilisateurs, je ne demande pas ça aux payeurs. Ils me disent, bah écoute, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que tu vois le Python, là, ce qu'a fait le stagiaire, marche à peu près bien, que tu nous le refasses, mais en mode, on peut se connecter dessus en téléphone et tout, ce serait vraiment cool, quoi. D'accord? Ils disent, par contre, voilà, tiens, regarde la doc qu'on a donnée au stagiaire. Et là, je vois une doc imbitable. Je leur dis, mais moi, je ne peux pas travailler avec ça. Vous n'avez pas le code source du Python, plutôt? Si, on a le code source du Python. Donc, ils m'ont donné le code source du Python. Et la doc que j'ai utilisée, c'est le code source du Python. Donc, quand on vous dit que la meilleure doc est un code source, je l'ai pris littéralement au pied de la lettre. Donc, j'ai dépioté le Python. Je ne fais pas de Python. Hein. J'ai dépioté le Python. J'en ai créé un Excel qui refaisait exactement les mêmes choses. J'ai fait valider tous les calculs par un expert métier. On a trouvé des conneries, d'ailleurs. Et après, je suis parti dans un développement du soft, en mode c'est parti. Donc par rapport au choix technique, alors je sais que voilà, tout le monde, faut pas partir dans l'overkill. Moi aujourd'hui, le choix par défaut que je fais quand je pars dans ce genre de bordel, il faut le dire, je pars en CQRS Event Sourcing. Pourquoi? Parce que quand on fait un logiciel de gestion, Event Sourcing apporte la notion temporelle, chose qu'on n'a pas avec du CRUD. Et en plus, le CRUD a un piège, selon moi encore, c'est update. Parce que update, c'est un delete implicite. On perd de la data. Quand on part dans ce genre de projet où on ne sait pas où on va, il faut qu'on puisse parer à toute éventualité. Surtout que quand je leur ai demandé, elle doit faire quoi votre appli? Oh, rien. 3 fois rien, c'est une petite calculette. Ah oui. Gueule de calculette. Donc, je me mets à bosser le 4 février, extraire le Python, etc. Je produis un premier MVP le 1er avril. Notez bien, 4 février 2022. Et quoi? Non, ça c'est PM. Ah.
quand même. 4 février 2022, juste pour vous donner un ordre d'idée qui a fait rire les mouettes pendant mon développement. Le 28 février, il y a eu la guerre en Ukraine. Petite anecdote. Donc là arrivent les estimations, parce que vous pensez bien que je n'avais pas coupé. Dans n'importe quel projet où on va, on a beau se dire être agile, être flex, tout ça. Toujours un mec qui vient pour qu'on fasse des estimations obligatoires. Et donc, je n'ai pas coupé. Alors, comment ça s'est passé dans mon cas? Donc, je suis arrivé tranquille. Ouais, ça y est, on a sorti une V1 et tout. Ah, bien. Le payeur, il regarde. Il fait, c'est génial. Alors, est-ce qu'on peut basculer tout le monde? Je fais, bah oui, moi, c'est en prod. On peut basculer. Et là, les utilisateurs disent, non, pas trop, non. Bon, pourquoi? Bah, il manque des trucs là pour bosser. Il manque le paramétrage. Il manque la gestion des cahiers. Il manque l'impression. Il manque l'import ONF. Oula, ça commence à faire beaucoup de choses tout ça. Et là, le payeur, il fait, bon, bah c'est simple. Combien de temps il faut, Aurélien, pour faire tout ça? Donne-nous une date. Je fais, mais attendez, mais je suis incapable de vous donner une date. Déjà, le paramétrage, c'est quoi le paramétrage? Ah, paramétrage. 3 fois rien. Rien à faire, tu vois, en fait. Tu vois, les prix du bois, ils fluctuent, mais ils fluctuent jamais. Presque jamais. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est on va faire une estimation à un moment avec un paramètre, à un instant T, et puis quand les prix vont fluctuer, on va créer un nouveau niveau de paramètre et on veut pouvoir faire nos estimations avec ce nouveau niveau de paramètre. Mais on veut pouvoir revenir à l'ancien, pour les anciennes estimations normales. Mais tu sais, le prix du bois, il ne change jamais. Ah non. Surtout quand il y a la guerre en Ukraine, je veux dire, que c'est un bordel de ouf. Donc, et là, dans ma tête, je me suis dit, mais heureusement que je suis parti en event sourcing. Premier truc temporel. Mais là, j'aurais fait le choix du crude en mode, oui, YOLO, mais je serais dans une cave en train de taper, là. Je serais pas ici. Donc, le choix du overkill, ça n'a pas été si anodin. Donc, je leur dis, oui, écoutez, là, je ne peux pas vous faire d'estimation, il faut déjà que je connaisse au moins toutes les fonctionnalités. D'accord. Et là, on revient par mail vers moi. Bon, écoute, bien gentil, là, mais tu comprends, nous, on a besoin d'estimation. L'estimation, c'est la vie. Sans estimation, on ne peut pas avancer. Sans estimation, tu ne peux pas faire de chiffrage. Tu ne peux pas faire de budget. On ne peut pas avancer sans estimation, c'est pas possible. Moi, je leur dis, j'essaie d'esquiver le truc. Je lui dis, mais si on fait des estimations, le problème, c'est que je vais te donner une date fausse. Et quand tu vas basculer tout le monde, on va rater la cible principale, qui est l'adhésion des utilisateurs. C'est ça mon enjeu principal. Donc le problème des estimations, c'est ça. Je vais te donner une date qui sera fausse, tu vas demander à tout le monde de basculer, ça va partir en vrille. Oui, mais bon, quand même, les estimations. Et en fait, en discutant avec le mec, qu'est-ce que je me rends compte? Pourquoi il veut des estimations? Parce qu'il y a deux grandes dates dans l'achat de bois. Il y a printemps et il y a octobre, automne. Donc printemps, on était en avril, c'est mort. Par contre, ce qu'il voulait, lui, c'est basculer tout le monde en octobre. En 15 septembre. Bref, il voulait basculer tout le monde. Et quand je me mets à comprendre ça, je me dis, OK, alors là, il faut que je change de discours. Plutôt que de lui dire, d'accord, j'estime que telle fonctionnalité sera prête à telle date, je lui dis, je vais me challenger pour que telle fonctionnalité soit terminée à telle date. Alors, c'est la même chose, mais en fait, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Quand un client vous demande une estimation, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande un engagement. Mais quand tu dis, moi j'estime que telle fonctionnalité sera prête à telle date, c'est un engagement de résultat. Quand tu dis, moi je vais me challenger pour que ça soit fini à telle date, c'est un engagement de moyens. Dans le premier cas, si tu réussis, c'est normal. Si tu ne réussis pas, t'es mauvais. Dans le deuxième cas, si tu réussis, c'est bien. Si tu ne réussis pas, tu as fait tout pour, c'est pas grave. Ça a son importance. Donc j'ai réussi à lui dire, à le convaincre, écoute, on va avancer par points successifs. Je vais prendre chacune des fonctionnalités et des grosses fonctionnalités. On va se donner un challenge, sachant que ton objectif, c'est 15 septembre de faire passer tout le monde. Donc on va faire ça point par point jusqu'à arriver à la fin qui était le fameux import ONF. Et l'import ONF,
Donc l'ONF, c'est l'Organisation nationale des forêts, qui fournissait des fichiers avec des Excel, même pas CSV, Excel brut avec des sous-colonnes imbitables. Et je m'étais dit, oula, ça va piquer, ça va piquer. Donc j'avais réussi à négocier. Bon, si on n'est pas prêt, est-ce que vous pourrez passer sur l'ancien outil juste pour cette partie? Je dis, écoute, ça va être chiant, mais ouais, on pourra utiliser effectivement pour l'import ONF. Si tu n'es pas prêt, on pourra passer sur l'ancien outil pour le faire. Pas de problème. Ok, donc moi je me challenge, je descope, j'avance, tranquille. Je pars en vacances en août. Et là, petit coup de téléphone. Oui, allô? Qu'est-ce qui se passe? Oui, tu sais l'import ONF là? Oui, et ben, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, l'ONF, là, ils vont profiter des vacances pour changer tout leur format de fichier. Ah, et ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si t'es pas prêt le 15 septembre, eh ben on pourra pas utiliser l'ancien logiciel, donc tous les forestiers sont dans la merde. Donc on compte sur toi. Voilà, bonnes vacances. Plic. Hop, hop. Donc là, je dis à ma femme, bébé, les vacances sont terminées. On rentre à la base. Alors, ça peut paraître comme ça. Enfin, moi, au début, ça m'a mis un coup de massue. Et là, ça a tilté dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, c'est une excellente nouvelle. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on fait un logiciel? Obtenir l'adhésion de ses utilisateurs. Pourquoi? Parce que quand tu as un utilisateur que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il travaille avec sa daube imbitable, il s'est habitué à sa daube. Il est bien dedans, ça. Mais il ne peut pas en sortir, c'est impossible. On a beau lui montrer tout ce qu'on veut, non, il veut son truc. Là, j'avais une occasion en or de dire à tout le monde, bah, de toute façon, tu peux utiliser ta daube, il n'y a pas de problème, ça ne marchera pas, c'est tout. Et c'est pas de ma faute. C'est pas... Tu vas être obligé de basculer. Et même, ils vont prendre ça comme le sauveur, parce qu'il n'y aura que ça, de toute façon. Donc, il y avait une vraie occasion de passer le cap, et j'ai mis le turbo pour pouvoir y arriver. Et donc, au top, on arrive à la fin. Bon, j'arrive un peu sur les rotules à la fin, je vous avoue. Mais on arrive à déployer une première version le 15 septembre, comme promis. Tout le monde se rue dessus. Donc, tous les utilisateurs arrivent en même temps. On essuie les plâtres, etc. Et ça marche. Et ça marche. Et là, ce qui est intéressant, on commence à rentrer dans un vrai modèle d'échange où j'ai des nouvelles fonctionnalités qui pop. Ah, ce serait bien qu'on fasse ci, ce serait bien qu'on fasse ça, ce serait bien qu'on fasse comme ci, ce serait bien qu'on fasse comme ça. Et on m'emmène sur le terrain et on me fait tester. Une photo de moi, là. Vas-y, teste, regarde si ça marche pas. Donc là, je suis vraiment en immersion. Je fais des nouvelles fonctionnalités. Il y a même le papy qui vient sur le terrain. Ah, viens, on va te montrer comment on fait pour les bornes et tout. Enfin, c'était vraiment de plus en plus enrichissant, à tel point que les autres usines, ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, c'est un groupe d'usines. Il y a 5 usines, et moi, je travaillais pour une seule. Et les autres usines ont commencé à entendre ce qui se passait. Ah, il y a un développeur, là, il va en forêt, coupe du bois, il met des coups de tronçonneuse, il se balade, on lui met des taquets et tout. C'est cool. Et donc, je commence à avoir des nouvelles têtes qui arrivent pendant les réunions. Et là, ce que j'ai trouvé le plus extraordinaire, c'est que quand ils posaient des questions sur le logiciel, je n'avais rien à dire. Les autres utilisateurs qui disaient, mais comment tu fais pour sauvegarder tes données, toi? Ah bah tu sauvegardes pas, bah c'est normal, alors que nous, regarde, tout sur le téléphone. Les mecs, ils vendaient le soft. Ils vendaient le soft pour moi. Et donc, normalement, j'aurais dû terminer ma mission en avril. Et le contrat a été renouvelé là, pour une nouvelle usine avec ce mode de fonctionnement. Parce que c'est ça que, en fait, les mecs, ils sont en train de se rendre compte que c'est vraiment... Enfin, c'est pas mal. Et surtout, un truc qui m'a assez marqué, c'est qu'une fois dans la bagnole avec un forestier, il me disait, oh là, on est en train de vivre un truc extraordinaire, on va réussir à faire cohabiter 2 méthodes d'estimation entre 2 usines, alors que ça fait 20 ans qu'on n'a jamais réussi. Donc, grande première. Bon, on arrive sur la fin, c'est bizarre, parce que d'habitude, je mets plus de temps. On arrive sur la fin. Et là, moi, c'est la conversation qui m'a le plus marqué dans cette expérience. C'est que le grand-père
qui gère l'usine, enfin qui ne gère plus l'usine, mais il m'a invité à bouffer. Et il me dit, écoute, moi j'ai 80 ans, c'est mon grand-père qui a monté ce studio. Donc moi j'ai été au départ, on a mis en place la S400, les automatisations, les premiers logiciels, les premiers Excel. Donc on a tout développé nous-mêmes, la compta, le tonnage, donc des projets en informatique, on en a bouffé. On en a bouffé, et tout ce que tu nous as dit pendant ta réunion là, les problèmes par rapport au bouche à oreille, de déformation, les cahiers des charges imbitables, le truc, tu demandes un avenant au contrat, ça coûte une blinde, les équipes de 10 personnes où on n'a plus rien, tout ça, on l'a vécu. Même le bus factor, là, le machin, on l'a vécu, on a tout vécu. Donc en fait, ça résonnait complètement vraiment avec notre quotidien. Et c'est vrai que quand on te voit travailler avec cette méthode que tu appelles, comment tu appelles ça? La méthode itérative. Oui, c'est ça, la méthode itérative, oui. Mais c'est vraiment génial. Moi, je suis en train de dire aux forestiers, alors, il faut peut-être pas tout gérer comme ça, mais il y a plein de trucs dans nos usines, je pense qu'on peut le gérer comme ça. Et c'est vraiment le top. Et c'est vraiment la première fois que on sent qu'on a un service, qu'on a quelqu'un qui nous répond, quand on fait des conneries, qui nous le dit, qui corrige et qui avance. C'est pour lui, de ces mots, on était dans une industrie un peu malade, et eux, ce qu'ils attendaient de notre industrie, c'est plus quelqu'un qui va être à l'écoute pour apporter de la solution, plutôt que des ingénieurs qui vont être là pour apporter de la technique. Donc, ça a été son retour. Donc, conclusion de cette expérience. Donc, la conclusion, c'est que, contre toute attente, déjà, un développeur, il peut travailler directement avec les utilisateurs, contrairement à ce que tout le monde peut croire. Il peut reprendre un legacy sans doc, il peut travailler sans spec, il peut avancer sans faire d'estimation, tout ça en obtenant l'adhésion de son produit. Par contre, il y a un petit drawback. Hop là. Par contre, il faut, et ça c'est pour moi le plus important, il faut être en capacité technique à pouvoir s'adapter en permanence au changement. Et ce, n'importe quand dans le projet. Et j'insiste sur capacité technique, parce que moi, l'un des problèmes que je trouve avec l'agilité, et pourquoi je ne vais plus dans des conférences agiles, c'est que l'agilité, à mon sens, essaye de régler des problèmes humains, penser que si on a le bon good vibe, ça peut marcher, etc. Mais si on n'a pas la capacité technique à s'adapter au changement, on a beau avoir toute la bonne volonté du monde, ça ne peut pas marcher. Il faut livrer fréquemment des choses. Donc ça c'est aussi la clé du succès, parce qu'il faut, quand tu es avec des utilisateurs, qu'ils palpent tout le temps, qu'ils voient quelque chose. Il faut essayer de livrer sans bug, bien sûr. Et quand il y a des bugs, il faut les régler le plus rapidement possible. D'où l'importance de toutes les méthodes craft que j'imagine vous êtes déjà convaincus, TDD, amélioration continue, etc., pour pouvoir atteindre tous ces objectifs, qui va être le plus important. Voilà, donc j'ai terminé ma mission. J'ai pu me convaincre au moins moi-même que j'étais sur la bonne voie. Donc, je vais continuer dans des nouvelles aventures et je vous remercie. Est-ce que tu prends des questions? Comment? Il reste 11 minutes, ce qui est dingue, hein, parce que d'habitude, j'ai en loupé alors. Monter le machin. Il se passe quoi demain si tu meurs pour eux? Ben justement, en fait, j'ai créé un repo GitHub, je leur ai donné tous l'accès. Donc tout le monde a l'accès à ce machin.
Vu qu'on avance aussi en BDD avec des scénarios, donc j'ai une espèce de doc à jour en couplage. Et c'est vrai que je leur ai expliqué, s'il y a un problème, vous avez accès au repo, vous prenez des nouveaux développeurs qui diront que c'est de la merde, mais ils auront des tests, ils auront une doc de tout, enfin une doc couplée au code de tous les algos et de tous les trucs. Et bon, normalement, ils devraient au moins pouvoir reprendre le truc, quoi. Quand tu dis livrer souvent, ben, tu as évoqué ça dans la presse, tu dis livrer souvent, mais souvent ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une espèce de convention qui peut dire, enfin, qui peut essayer de trouver le curseur entre la livraison en continu et la livraison un peu en ESN des années 90, tu livres tous les 2 mois? Non, moi ce que j'appelle livrer souvent, c'est dès qu'il y a un truc utilisable, je livre immédiatement. Parce que ça, c'est aussi l'un des problèmes que je rencontre dans beaucoup de boîtes qui font de l'agilité traditionnelle. C'est on livre pour livrer, on fait des démos toutes les X jours, X semaines, et il n'y a personne dans les démos. Et on montre un nouveau champ. Regarde, j'ai mis un pop-up. Alors que moi, ma livraison continue, donc comme tout le monde, j'ai un environnement de test, où je livre en test. Donc on peut tester les trucs, mais dès qu'il y a un testeur du métier qui me dit c'est bon, ça part tout de suite en prod. Et dès que j'ai quelque chose qui est utilisable par l'utilisateur final, ça part aussi tout de suite. Enfin, c'est ça que j'appelle livrer le plus souvent possible. Voilà. Du coup, j'ai une question par rapport au fait que tu travailles directement avec les utilisateurs. Est-ce que parfois, tu n'avais pas deux demandes qui pouvaient aller à l'encontre l'une de l'autre et du coup, toi-même, tu devais faire le tri et potentiellement te confronter à des dilemmes Alors, non seulement il y avait des demandes contradictoires, mais il y avait des utilisateurs entre eux qui s'engueulaient parce qu'ils ne voulaient pas faire les choses de la même manière. Et là, il faut que les mecs ils trouvent un consensus. Et il est arrivé très souvent qu'on se dise « Ok, on part sur telle méthode, je livre telle nouvelle fonctionnalité, et qu'on me dise « Ah non, c'est pas ça en fait. En fait, il avait raison, l'autre con là. » Et hop, et après, je redéveloppe. Et c'est arrivé sur des trucs centraux, notamment, comme je vous expliquais, le calcul du diamètre milieu, là, c'est un truc central, faut savoir, dans le monde du bois. Et eux, ils ont toujours fait avec une technique qui était, je prends le diamètre à 1,30 m, je fais x0,6 plus 3 et je détermine le diamètre milieu. Technique qui avait été trouvée par l'arrière-grand-père, ça matchait. Sauf qu'à un moment, quand moi j'ai commencé à déblatérer des batteries de tests automatiques de plusieurs centaines de milliers de cas, je lui ai dit, ouais, ça marche dans cette portion d'arbre en fait. Mais tout ça, c'est que du bullshit. Et là, ils ont commencé tous à se dire, mais en fait, on fait n'importe quoi depuis 15 ans. Et donc, il a fallu complètement refaire tout ça, qui était vraiment le cœur du métier. Et heureusement que j'avais tous les tests automatiques, tout ce qu'on aime, parce que jamais je serais parti là-dedans, c'était impossible. Du coup, entre avril et octobre, livraison après livraison, sur le terrain, il y avait des forestiers qui, sur leur laptop, avaient l'ancienne version, ils faisaient leurs entrées, leurs calculs, leurs résultats. Et la nouvelle version, leurs entrées, leurs calculs, leurs résultats, ils vérifiaient si ça donnait la même chose. Exactement. Pendant en fait tout le temps où donc ça partait en espèce de prod continue, parce qu'il y avait quand même un premier socle qui fonctionnait. C'est juste qu'ils ne voulaient pas partir en prod total parce qu'il n'y avait pas l'ensemble de leur minimum qui était paramétrage, impression, etc. Mais ils pouvaient quand même faire des estimations. Donc ils faisaient des estimations, ils vérifiaient que c'était correct. Des fois, ils trouvaient des conneries. Et des fois, on se rendait compte que c'était l'ancien logiciel qui faisait des conneries d'ailleurs. Et vice-versa. Mais au moins, pendant les 6 mois, ça a été beaucoup de validations comme ça. Ouais. Effectivement, où on teste, on regarde, est-ce que c'est cohérent Ils trouvaient aussi des incohérences, mais rien à voir. Du coup, au final, n'est-ce pas la version la plus pure de l'agilité que tu as appliquée là? C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, mais oui. Moi, je pense que travailler directement avec un utilisateur, c'est vraiment le. Je peux pas parler au nom des pères fondateurs, on va dire.
je pense peut-être que c'est ça qu'ils avaient en tête. Et aujourd'hui, quand j'en parle autour de moi, il y a une vraie réticence à dire non, moi mon métier c'est de rester le cul sur un bureau à faire du code et c'est pas mon métier d'aller parler avec un utilisateur. Ça c'est le métier d'une autre personne et qui me fait des specs et moi je traduis des specs en code. Voilà, c'est là où j'ai une divergence d'opinion. Oui, en fait, du coup, tu as une casquette full stack. Est-ce Ouais. que comment tu gères quand tu as besoin d'une expertise vraiment particulière, tu l'acquiers ou tu peux faire appel à d'autres ressources? Alors pour l'instant, j'ai pas eu le besoin de faire appel à d'autres sources parce que ils avaient un logiciel tellement moche que le moindre couleur de bouton était un exploit absolu. Donc ce qui m'a permis de monter en compétence, que moi à l'origine je suis développeur back, donc là je voulais être en vrai full stack. Donc de monter en compétence en full stack en leur montrant des trucs, mais de toute façon la plupart des remarques c'est des remarques UI qui me font. Ouais là il faut que le bouton soit plus là, il faut ça, etc. Mais ils sont pas très regardants, on va dire, sur la qualité de l'interface graphique, enfin, on va dire. Et c'est sûr que si vraiment, voilà, on était sur un truc vitrine où il fallait, là, j'aurais fait appel à une expertise. Du coup, moi j'avais une question. Tu as dit que un développeur, du coup, peut discuter en direct avec le client. En revanche, qu'est-ce que tu penses qu'il faut avoir comme compétence pour être suffisamment complet pour faire ce que tu as fait là? Typiquement, il faut des compétences techniques assez poussées parce que tu as parlé de problématiques de travail offline, par exemple, sauvegarder des données, les récupérer ensuite, les répliquer, des choses comme ça. Il faut des compétences fonctionnelles, pouvoir collecter un besoin, machin. Enfin, quelles sont les compétences en général, pas que techniques, que tu as dû solliciter pour pouvoir gérer ce projet? Alors c'est sûr que quand tu as 25 ans d'expérience en dev, c'est toujours plus simple que junior. Mais c'est là justement que moi, quand j'ai entendu parler du DDD, du craft, etc., que ça a résonné en moi parce que DDD, tel que je l'ai compris, c'était que c'est pas un problème technique, c'est un problème de mettre l'utilisateur au centre, d'architecturer ton design autour de ce besoin utilisateur, parler la même langue utilisateur. Et surtout, moi, ce qui m'avait bien percuté la première fois que j'ai entendu parler de tous ces concepts, c'est le fameux ubiquitous language. De dire, il faut arrêter de parler votre langue technique, parce que j'ai passé des années dans des bureaux techniques à parler ah oui, toi tu me parles d'un virement bancaire, en fait c'est un trigger dans une factory, ah oui d'accord, à faire des traductions de code. Et je me suis rendu compte que c'était une énorme connerie, que c'était une erreur. En fait, voilà, donc c'est ça que j'essaie de pratiquer dans sa version pure, c'est-à-dire je ne parle que la langue des utilisateurs, je ne lâche jamais aucun truc technique. En plus, je fais de l'event sourcing, donc je ne sais pas si tu connais le procédé, c'est on va, plutôt que de traiter ton système d'information comme des données, tu vas les traiter comme des événements. Donc il y a un moment, il va falloir que tu demandes aux utilisateurs quels sont vos événements métiers. Ben oui, nous on fait un contrat, on émet un contrat, on va faire une estimation, on va estampiller, etc. Tu vas pouvoir les noter, voir comment ça se... Et tu parles toujours de la langue, mais tu fais un peu de la technique. Donc c'est des compétences, je dirais que c'est pas... Pour moi, c'est pas un problème de compétence, c'est un problème que les développeurs, on est déjà dans un mauvais moule dès le départ, où on nous prend on considère comme des ingénieurs techniques, ne parlons que technique. Et ça, c'est... Si tu changes de perspective en te disant allez, j'arrête de parler technique, je vais aller parler à des gens de leur métier, on va parler métier. Alors, comme je te disais, le premier jour, tu vas t'en prendre plein la gueule, parce que les gars, ils vont te parler métier de leur métier. Mais une fois que tu vas vraiment comprendre, tu vas pouvoir faire ton lien avec ta technique sans jamais parler technique avec les mecs, parce qu'en fait, un utilisateur, il s'en fout du code. Je leur ai donné accès à un GitHub. Personne n'est jamais allé voir le code GitHub. Personne. C'est pour ça que quand j'entends ChatGPT va remplacer tous les développeurs, ChatGPT ne produit pas des exécutables, il produit du code. Et les utilisateurs en ont rien à taper du code. Donc, le code n'est qu'un moyen. L'utilisateur, il s'en fout. Donc, en fait, tant que toi, tu es à l'aise avec tes techniques, alors si tu n'es pas full stack, oui, il faut devenir full stack. Mais si toi, tu es à l'aise avec ta manière de travailler,
que tu ne fais que parler la langue des utilisateurs, normalement, ça devrait bien se passer. Tu as dû aller gratter dans le code, mais pas le Python, l'application précédente. Alors, WinDev, non, parce que WinDev, il faut savoir qu'il y a une clé d'activation pour pouvoir accéder au code. Et on m'a donné une clé USB, mais je n'avais pas WinDev 12. Je crois qu'on est au 28. Je n'avais pas WinDev 12, donc du coup, je n'ai pas pu activer. Je n'ai pas pu voir le code. Ça aurait été très instructif, je pense. Ça nous aurait sauvé le cul sur pas mal de trucs. Mais bon, j'avais que le Python à disposition. Mais si j'avais eu accès au code WinDev, oui, je l'aurais lu bien volontiers. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous.